Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et on est ravis aujourd'hui d'avoir deux invités prestigieux et qu'on aime et qu'on adore. Mireille Dumas, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin avec Hugo Frey. Bonjour. Merci, le jeune homme. Le jeune homme de 95 ans, bientôt 96. Bien, ben voilà, merci. Ouais, mais je trouve que je suis pas pressé. Vous n'êtes pas pressé, mais ce document qu'on va pouvoir voir ce soir sur France 3 à 23h25, Hugo Frey, l'éternel jeune homme. J'étais en train juste avant de dire à Mireille et à vous, Hugo Frey, combien ce document m'avait ramené des années en arrière, parce que vous avez jalonné toute notre vie et vous continuez. Je vous ai montré la vidéo de mon petit-fils qui a 4 ans et dont la chanson préférée est ICO. C'est incroyable de traverser les époques comme ça. C'est la chanson la plus connue en France. Ah oui. Oui, actuellement. Il y a eu une étude qui a été faite par un journaliste. Et Valérie illustre exactement ce que je dis quand on me demande mais pourquoi. Je dis déjà parce qu'il est transgénérationnel. Absolument. La preuve. Même les enfants de 4 ans. Et France 3 a tout de suite dit oui, parce que c'est un document. Vous avez plongé, vous êtes plongé dans vos archives. Voilà, d'un document qui avait déjà en partie été diffusé, mais je suis repartie dans les archives, dans les rushs, et je suis allée retrouver Hugues. Comme vous aviez fait avec Brigitte Bardot. Exactement, avec mon épouse. Ça fait très plaisir parce qu'elle est très gentille. J'aime beaucoup Brigitte. C'est vrai, vous aviez tourné non, avec c'est une elle. fille qui, finalement, à un moment donné, les gens se moquaient un peu d'elle. On la prenait pas au sérieux. En fait, quand on fait le bilan de sa vie, je trouve que c'est formidable d'avoir consacré sa vie à la sauvegarde des animaux malheureux. Ouais. Je trouve que c'est un beau thème. Et puis surtout, j'ai découvert que vous aviez tourné avec elle, ce que j'ignorais. C'est une histoire incroyable qu'on voit dans le film avec Clouseau. Et vous avez claqué la porte parce que c'était un autre personnage. Oui, parce que je suis pas comédien, moi. Ouais. Et je peux en témoigner. Hein. Ouais. Quand j'ai tourné chez lui, là, il y a quelques mois, puisque j'ai retourné et tout, on a tourné dans la journée et tout. Et à un moment donné, Hugues disait non mais c'est bon là les prises tu les as, c'est bien. Alors je disais tu sais, il faut être un peu patient. J'ai compris pourquoi il n'aurait jamais été comédien. Vous avez quel âge dans votre tête quand vous vous regardez dans la glace? Vous donnez combien et vous avez quel âge? Non, moi je me suis toujours trouvé moche parce que j'avais des frères formidables, tellement plus intelligents, plus beaux physiquement, plus grands. Jean-Paul était un grand mathématicien qui n'est pas connu en France parce que c'est comme ça. Lui, il avait décidé d'aller faire ses études aux États-Unis. Il est devenu un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, mais il a disparu maintenant. Donc mais j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et le second, alors c'était une star. Il était né physiquement pour faire une vedette internationale à cause de sa voix d'opéra exceptionnelle, puis son intelligence. Voilà, j'avais des frères formidables. Et ma petite sœur, qui avait 7 ans de moins que moi, Pascal Audrey, voilà. Elle va faire une belle petite carrière. Je dis petite parce qu'elle nous a quittés beaucoup trop tôt. Donc j'avais des frères et sœurs qui étaient formidables. Mais vous êtes magnifique à tous les âges, parce que le doc de Mireille Dumas nous montre plusieurs étapes de votre vie. C'est grâce à elle que... c'est ça, c'est grâce à elle. Alors, une petite partie d'actualité, petite parenthèse, avec le supplément média, Valérie. Sud Radio, le supplément média. Et oui, parce que hier, l'animateur de TPMP, Cyril Hanouna, a dit au revoir aux téléspectateurs. Alors vraiment au revoir, pas adieu, parce qu'on va le retrouver partout. Il est encore plus présent maintenant que... J'ai vu. Vous l'avez regardé? Oui, j'ai vu. Plus de 3 millions de téléspectateurs hier soir sur ces 8 premières chaînes de la télévision. Et on a au téléphone Eric Flou, qui est journaliste média à Télécabsat. Bonjour Eric Flou. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez suivi cette soirée, j'imagine? Oui, c'était incontournable en tant que journaliste média. Et puis voilà, tous les téléspectateurs y étaient. Enfin, plus de 3 millions, c'est assez exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette soirée? Écoutez, c'était assez fascinant à regarder parce que là, on avait toutes les nuances de Cyril Hanouna, tout ce que représente Cyril Hanouna, c'est-à-dire le showman, l'homme de spectacle, celui qui fait des vannes. Donc c'était la première partie de l'émission ressemblait un peu à ce qu'il faisait avant, vers les années 2010. Voilà, au début, c'est-à-dire quelque chose de très léger, mais de très drôle.
Et puis après, il y a eu le Cyril, un peu plus intimidant, un peu plus polémique, un peu plus piquant, que certains n'aiment pas du tout. Voilà. Oui. Alors, vous pensez qu'il a perdu une partie de son public en changeant de personnage comme ça sur une dizaine d'années? Seulement, mais peut-être une partie de ceux qui disaient qu'ils le voyaient au début sur France 4 quand il était entre guillemets un simple amuseur, quand il ne parlait pas de faits de société ou de politique, peut-être qu'il en a perdu certains, mais il en a gagné d'autres entre-temps. Et je pense que l'émission n'aurait pas duré plus de 10 ans s'il n'avait pas changé de ligne éditoriale, il me semble. L'enjeu hier, et il a fait durer le suspense, c'était de savoir où il allait partir, à savoir rester dans le groupe Canal+, partir sur M6 ou monter son propre média. Vous avez été surpris par sa décision? Alors c'est vrai qu'on savait tous qu'il allait soit aller sur M6, soit rester dans le groupe Canal, mais j'ai quand même été un peu surpris, je vous avoue franchement, parce que je n'imaginais pas que Cyril Hanouna puisse redevenir l'amuseur, comment dirais-je, des premiers temps. Vous voyez, qu'il ne puisse plus du tout parler de politique. Pour moi, il avait franchi un cap. Et je ne le voyais pas revenir, c'est comme le génie qui revient dans la lampe, je ne voyais pas faire que du simple divertissement, parce que c'est son contrat qui les impose. Hein. Oui, mais après, la question, elle est plus subtile que ça, Eric. Hein. Ouais. Est-ce que parler de Pélico ou d'un braquage d'un camion en banlieue, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que non, c'est alors justement, pour moi... Et donc, donc il pourra continuer des faits divers qui cartonnent. La dernière partie, faits divers et People cartonnait sur C8. Hein. Tout à fait. Donc, d'après mes informations, il pourra continuer à parler de faits de société, d'actualité dure, enfin d'actualité sérieuse. Il pourra continuer à le faire. Moi, je ne pensais pas qu'il Alors, il y a des limites qui ont été posées, visiblement. Oui, quand même. Avec, pas d'invité politique. Un time delay, apparemment. Avec un léger différé. Tout à fait. Vous aurez, Mireille Dumas, vous pensez quoi de l'arrêt de cette chaîne de C8 ? Bon, écoutez, l'arrêt d'une chaîne, c'est toujours triste. Je pense surtout aux salariés, voilà, aux 400 salariés. Ouais, alors, je pense, Mireille, que ça a fait dans son choix. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas eu les garanties du groupe Canal qui veut aller de plus en plus vers le côté. Sur ces stars, ils ne pouvaient pas tout reprendre et avoir la même économie. Je pense que là, avec un groupe comme M6, qui a d'autres chaînes comme Teva, comme Série Club ou d'autres chaînes, il va pouvoir distiller ses documentaires et vendre ses documentaires, placer sûrement Jordan Deluxe. On sait que les animaux devraient aller sur TF1. Et puis là, la vraie annonce, Valérie, c'est que Touche pas à mon poste continue dès lundi. Alors il a fait un truc incroyable. Il a dealé avec Dailymotion, avec YouTube. Il va être sur le canal 31 de Free, le 29 sur SFR, le 80 Orange, Bouygues 64. Il a dealé avec tous les opérateurs. C'est Canal+ qui est en partie finance, parce qu'il sera dans le décor de Touche pas à mon poste. Et donc, je pense que c'est parce que sinon il y aurait eu peut-être un petit dédit. Donc, je pense qu'il y a une affaire comme ça de continuer le contrat jusqu'à la fin de l'année. Vous pensez bien, à mon avis. Oui, je pense, vous qui connaissez ça. Et donc ça, c'était surprenant, Eric. Ah oui, franchement, c'est la surprise du chef. Je ne pensais pas qu'effectivement, il réussirait à continuer TPMP sur les box. Voilà, il a remercié Xavier Niel, le patron de Free. Voilà, donc en fait, il n'est pas radioactif, Cyril Hanouna. C'est ça que je veux dire, c'est que on pensait qu'après son passage dans le groupe Bolloré, il serait un peu très marqué et que les chaînes n'en voudraient plus ou que voilà. Il est quand même un peu radioactif, hein, puisque la Société des journalistes de RTL proteste ce matin par un communiqué en disant au cours de plusieurs échanges, les représentants syndicaux, la direction a assuré que devrait pas s'aventurer sur le terrain politique. Néanmoins, c'est un communiqué assez musclé et inquiet. Donc la radioactivité est toujours là. Oui, mais il symbolise la polarisation du pays. En fait, franchement, il y a les pour et les contre et voilà, il y a pas de nuance envers chez Cyril Hanouna. Enfin, quand on parle de Cyril Hanouna, il y a aucune nuance. Lui-même n'en fait pas toujours, hein. Mais il symbolise ça vraiment la polarisation complète.
Hugo Frey, vous regardiez Cyril Hanouna et TPMP surtout. Non, mais vous regardez quoi à la télé? Sur le plan humain, moi, j'ai rencontré Hanouna par son père. Ah oui? Oui, j'ai connu son père, qui était un médecin, qui était un ami d'un ami, etc. Oui. Et j'ai été émerveillé par son père. Son père était un type formidable. Et j'ai appris que c'était le père de Hanouna, pour lequel j'avais une très vague idée, mais j'avais entendu dire tellement de choses qui se sont avérées plus ou moins fausses, caricaturales. Après, je l'ai connu, c'est un garçon qui m'aime beaucoup parce qu'il m'a vu, il a vu que j'avais découvert son père. Alors, quand on parle de son père ou de sa mère, il est touché. Et donc, ma relation, ce qui m'a rassemblé, m'a rapproché de lui, c'est ça. À part ça, je n'ai pas d'opinion sur lui. C'est trop compliqué. Mais vous regardez, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous regardez Je regarde un petit peu, mais pour être très franc, il y a deux choses qui m'énervent un peu. C'est l'usage du terme. Il faut que je regarde dans le dictionnaire étymologique qu'est-ce que ça veut dire exactement. Voilà. Si on supprime voilà. Ouais. Du langage français, il n'y a plus d'Hanouna. Oui, voilà. D'accord, voilà. C'est ça. Alors, ça résume un peu ce qu'il est quand même. Il a pas un discours complet. Élaboré. Ça se termine en coupe avec voilà. Mais qu'est-ce que vous regardez à la télé? Est-ce que vous la regardez, vous? Le peu que moi, ce que j'aime, c'est les reportages. J'aime bien, comment on appelle ça, radio, le nom m'échappe au moment de le dire. Arte. Alors, hier, il y avait un reportage sur la Russie, sur les pays de... Oui. J'étais impressionné tellement c'est beau. Oui. C'est un continent formidable, l'Europe. Il y a de tout. L'Europe, c'est une des parties du monde les plus. C'est passionnant de voir des reportages sur l'Europe, sur l'Irlande, sur l'Islande, sur la Finlande, la Norvège. Donc les docs. Tout ça, c'est formidable. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Ça et les animaux. Et Mireille Dumas, elle regarde la télé? Oui, je regarde. Pas mal les chaînes info quand j'ai raté l'actu et pas mal de docs et puis de temps en temps des fictions. Des fictions quand même. Qu'est-ce que ça fait quand on est viré? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand mon émission s'arrête, etc. C'est toujours... vous savez, ce qui est désagréable souvent quand on est arrêté, c'est qu'on l'apprend souvent par les autres, ce qui n'est quand même pas le cas de Cyril. Voilà. Donc en général, on fait moins de pour finir, Valérie, hier, donc l'émission a cartonné. Alors c'était une succession d'appels et autres, mais il y a eu une révélation incroyable hier, Eric. C'est le chroniqueur qui a été le plus payé. C'était quoi? Le mieux payé, c'était quoi, Eric? Alors c'est Raquel Garrido qui a longtemps officié dans Balance ton poste et Touche pas à mon poste, donc de LFI, la France Insoumise, et Cyril Hanouna a révélé qu'elle touchait la somme de 2000 € par émission, ce qui est quand même beaucoup. Énorme, c'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est une révélation qui n'est pas anodine, à mon avis, dans le paysage politique actuel. Ouais, voilà. En moyenne, un chroniqueur chez eux, c'est entre 600 et 800 et les mieux payés 1000 €. Donc, il y avait un vrai delta dont il a parlé hier. Ça peut surprendre, effectivement. Donc on regardera lundi, Valérie, cette première de Touche pas à mon poste. On débriefera mardi de cette première. Merci Eric Flou d'avoir été avec nous ce matin pour réagir à chaud à l'arrêt de C8 et d'Énergie 12. On pense aussi il faut penser à Énergie 12, émission spéciale ce soir avec toutes les images des 20 ans d'Énergie 12. On se retrouve dans un instant avec Mireille Dumas et Hugo Frey. À tout de suite, c'est à voir ce soir sur à 23h25 sur France 3. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano, 18 400 tonnes. Je suis fier d'y être matelot.
On connaît toutes les chansons. Hein. Voilà. On connaît toutes vos chansons. C'est parce que ce sont des chansons qui sont. Moi, je m'inspire beaucoup du folklore. Bien sûr. Et le folklore, c'est évidemment des inconnus qui ont écrit ça, mais ça a la force qu'ont les arbres, les vieux arbres. C'est indestructible. Eh bien, les chansons du folklore ont une force que les chansons contemporaines n'ont pas. Oui. Mais alors donc ce soir, à ne pas manquer, c'est aussi sur la plateforme France.tv, parce que 23h25, j'avais envie de vous demander pourquoi 23h25. Parce que voilà, on suivait un peu l'actualité d'Hugues et que il y avait juste cette case pour être à peu près dans les temps, mais la plateforme fait la plateforme fait qu'on peut regarder, mais à n'importe quel moment. J'ai passé un moment formidable. C'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. L'éternel jeune homme. Donc, ce sont c'est la carrière d'Hugo Frey avec énormément d'entretiens avec Mireille Dumas. Vous êtes replongé dans vos archives. Alors, vous me racontiez, je fais une parenthèse sur ce que représentaient, parce que vous avez fait un peu de ménage, vos archives en termes de volume. Oui, c'est impressionnant. Je disais à peu près la longueur d'une piscine de 25 mètres. Vous voyez, avec la profondeur. Je sais pas comment, voilà. C'était impressionnant. J'ai regardé ça pendant des années. Donc vous avez des interviews, vous aviez réalisé certaines interviews déjà avec Hugo Frey, et puis vous êtes retourné chez lui à Marly, et on voit pour la première fois, je pense. C'est la première fois que vous vous exprimez sur votre compagne, votre femme, Muriel, avec deux ailes. Avec deux ailes, comme les anges, voilà. Et c'était important pour vous que ça, c'est très important. Qu'elle apparaisse dans votre vie. Mireille Dumas a ouvert la porte que d'autres n'ont ignoré. Personne ne m'a, comment dirais-je, jeté méchamment, mais les gens m'ont ignoré beaucoup dans les médias. Et Mireille s'est arrêtée à côté de moi, elle m'a fait parler pendant des heures, beaucoup trop longtemps certainement, mais moi je suis bavard. Si on doit raconter ma vie, elle est forcément un peu longue, parce que j'ai pas 40 ans. Non. Et donc, grâce à elle, aujourd'hui, le parler vrai, en ce qui me concerne, c'est le moment. J'ai des choses que je peux raconter que je ne pouvais pas dire avant. Mais vous n'avez pas eu peur de parler de vos infidélités? Parce que pour ceux qui vont voir le documentaire... J'ai jamais été infidèle. Jamais. De ma vie. Ça, je vais vous expliquer. Vous étiez à un moment avec deux femmes? Non, non, ça c'est faux. Explication. J'ai connu Muriel. J'étais effectivement marié et père de famille, avec des problèmes financiers compliqués, parce que j'avais fait des mauvaises affaires avec des mauvais associés, et j'avais perdu beaucoup d'argent. Il fallait que je continue à travailler. Et à mon âge, le métier de chanter, d'aller chaque jour dans une ville différente, les hôtels, les bagages, les trains, les avions, c'est très fatigant. Et à un moment donné où ma femme, qui était Hélène, la mère de mes enfants, qui avait commencé à avoir un certain âge, les enfants grandissaient, devenaient adultes. Tout d'un coup, tout ça, ça fonctionnait plus très bien. Elle voulait plus vous suivre. Vous vous retrouviez tout seul dans votre chambre d'hôtel. J'ai demandé même à un moment à ma fille Charlotte, est-ce que tu veux pas me venir avec moi t'occuper de la loge, etc. J'avais pas les moyens d'avoir une secrétaire ou un chauffeur. Donc tout ça, c'était un peu compliqué. Puis le hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard? C'est le destin. Et le destin a voulu que je rencontre Muriel. C'était un coup de foudre, elle était jeune, elle était très jolie. Et d'un seul coup, j'ai dit, j'ai eu l'impression de vivre la chanson que chante Cabrel, Les Passantes. Je l'ai vu passer dans ma vie, j'ai dit, nom d'un chien, mais... Est-ce que j'aimerais bien connaître cette fille, mais comment faire? Parce que je suis pas un homme à aller aborder une femme pour lui dire vous êtes belle, je voudrais vous épouser. C'était pas mon truc. Et j'étais là en train de regarder ça, et puis voilà, le hasard que le monsieur, un parrain qui l'accompagnait avec sa maman, est venu me demander un autographe. À partir de ce moment-là, comme je ne suis pas complètement un imbécile, j'ai trouvé la porte étant entrouverte, voilà. Et j'ai dit simplement à mademoiselle, je suppose que vous faites du cinéma. Vous allez faire du cinéma.
Non, pas du tout. Enfin, je vais abréger. Ouais. J'ai essayé. Alors, pendant 3 ans, nous nous sommes, vous voyez, elle habitait à Annecy et moi j'étais à Paris. Je l'appelais de temps en temps par téléphone, des longues conversations. On s'était vous. Il faut dire que je vous voyais ma mère et mon père. C'est un amour qui s'est construit. Et c'était un amour qui s'est construit. Et mon meilleur ami, Jean-Pierre Sabar, qui est maintenant au paradis, j'espère, qui nous a quittés, me disait « Hugues, il faut absolument que tu décourages cette jeune femme d'avoir des relations avec toi parce que tu es trop âgé pour elle. » Et il avait raison. J'aurais dû mettre un terme. Mais au bout de 3 ans, j'ai craqué. J'ai craqué. Pourquoi vous dites qu'il avait raison? Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Oui, mais c'est devenu votre muse. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore ce projet. Il tourne quand même un petit peu autour de et je dois vous dire que j'avais fait le serment quand j'étais jeune de ne jamais divorcer. Donc je dis à mon copain Jean-Pierre, tu savais que tant que je suis marié, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cesser de la voir, oui, mais bon, ça, on n'a pas cessé de se voir, au contraire, mais je n'ai pas vécu avec 2 femmes en même temps. D'accord. Et par la suite, comme j'avais 2 maisons à Bar-de-la-Coquette, j'avais une petite maison pour moi et Muriel et la grande maison pour la femme et les enfants. C'est vrai qu'on n'était pas loin l'un de l'autre. Hein. Mais on se vous voyait et puis tout d'un coup on s'est tutoyé et puis les années ayant passé, quand Hélène est décédée, j'ai dit voilà, la voie est libre, maintenant Muriel, on va se marier. Et ce qu'on voit dans le doc, il y a énormément de choses très intimes et très personnelles sur le fait que vous n'avez jamais voulu divorcer parce que vos parents, vous avez été très marqués par le divorce de vos parents. Quand je dis que j'ai jamais été infidèle, c'est que je n'ai jamais rien caché ni à mes amis, ni à mon entourage, ni à la presse. Je n'ai jamais caché Muriel. Enfin, au début, j'étais un peu discret parce que... Oui, mais Hugues, tu étais venu, moi je me rappelle, sur le plateau de Vie privée, Vie publique, à plusieurs reprises. La première fois, il parlait un petit peu de l'horloge biologique de l'homme et de la femme qui n'était pas tout à fait... Voilà. Et puis, la deuxième émission, quand il était venu, il avait commencé à parler d'une jeune femme dans sa vie. Et finalement, quand on a fait l'entretien, c'est à ce moment-là que tu as d'ailleurs nommé Muriel, avec les 2 ailes comme un ange. Donc, c'est pas... c'est pas l'infidélité, la vraie infidélité que on cache il y a évidemment des choses parce que c'est dans un des extraits, effectivement, on vous dit bah oui, il y a les jeunes femmes qui viennent à la fin des concerts. Alors ça c'est vrai. C'est difficile de alors vous ne dites pas la tentation, vous dites. Mais ma femme Hélène, celle de l'époque, elle savait ça, elle n'en parlait pas, elle le savait, je ne lui cachais pas. Voilà, j'étais pas un mensonge. J'allais demander à Mireille Dumas pourquoi Hugo Frey, et on a la réponse avec les témoignages des auditeurs. Hugo Frey, une auditrice qui nous dit: Hugo Frey est une marque indélébile de ma vie puisque ma mère a donné mon prénom grâce à une de ses chansons. Céline, vraisemblablement, je ne sais pas, c'est un pseudo, une autre Céline qu'on voit dans le doc. Céline Dion, moment incroyable. Parce que vous avez l'air même impressionné par elle. Ah oui, moi je suis facilement. Je suis sensible pour ça. Je peux difficilement supporter voir les gens pleurer. Et elle pleurait vraiment. C'est vrai que ça a été quelque chose d'extraordinaire quand sa mère m'a dit que je ne savais pas, moi, que Céline Dion était le 14e enfant de cette famille. Donc, quand elle a été enceinte de Céline, elle a décidé de pas garder l'enfant. Malgré son attachement à la religion catholique, et en entendant la chanson, en fait, tu as fait exister Céline Dion. En entendant la chanson, elle a été émue et elle a dit si c'était une fille, je l'appellerais Céline. Voilà, exactement. Ça, c'est la mère qui m'a raconté ça. On écoute Dis-moi Céline. Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu
n'est-ce pas Magnifique. C'est magnifique. C'est les chansons parce qu'il a des chansons effectivement d'hommes comme ça, bon, mais il a aussi beaucoup de chansons très tendres, et il y a Cœur gros que j'adore, que je ne connaissais pas. Voilà, la chanson d'Hélène aussi qui est une très belle chanson, très belle. Et je trouvais que c'était bien parce qu'il a un répertoire. Vous demandiez pourquoi Hugo Frey, en dehors du fait qu'il est connu par toutes les générations, il a un répertoire absolument colossal. Je crois qu'on oublie. Il y a 430 chansons. Voilà, et plus d'une vingtaine dans le doc. Et ce que j'aimais par-dessus tout chez lui, c'est vraiment sa liberté de penser, son authenticité, le fait qu'il se fiche complètement de la notoriété. L'argent, c'est bien d'en avoir, mais ce n'est pas quelqu'un d'argent. Et je trouve que écologiste avant l'heure, ayant participé à cette manifestation contre le racisme avec Martin Luther King en 1966. Et puis Dylan, c'est lui qui nous a quand même traduit Dylan. Tout ça, je trouvais ça incroyable qu'il n'y ait pas un documentaire, un reportage à la hauteur de sa vie et de sa carrière. C'est vrai. Et une vie quand même on va parler qui est incroyable aussi. Tout ça après la juste pub. Mes années colo, et je recherche les cahiers de chants de colo impossibles à trouver parce que effectivement, monsieur le professeur aussi, ça m'est revenu tout ça, Stewball, le cheval, le petit âne gris. Et on a Martine qui fait haut avec des petits cœurs. Dès que le printemps revient. Ah oui, absolument. Ah oui, qui est passé à l'Eurovision quand même. Il a représenté l'Eurovision. Allez, on se retrouve dans un instant avec Hugo Frey. Je pense qu'il nous faudrait la matinée pour nous entretenir. À tout de suite avec Hugo Frey et Mireille Dumas. Ce soir, à ne pas manquer, 23h25, Hugo Frey, l'éternel jeune homme sur France 3, mais c'est aussi sur la plateforme de France.tv. Je pense que tout le monde y a accès et voyez ce doc qui est formidable. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, nous recevons Mireille Dumas et Hugo Frey ce matin à l'occasion de la diffusion ce soir d'un documentaire tout à fait passionnant sur la vie d'Hugo Frey. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. Alors c'est un peu tard, c'est 23h25, mais il y a la plateforme de France.tv et franchement, je pense que on l'a dit, on le redit, vous êtes transgénérationnel, vous parlez à mes parents, à moi, à ma fille, à mes petits-enfants. C'est quand même assez inouï. Il y a peu d'artistes, Mireille Dumas, qui traversent les générations comme ça. Il y a peut-être Johnny. Oui, Johnny, on va dire, et puis peut-être quelques-uns que l'on oublie, pardon. Ils nous excuseront, mais c'est vrai que c'est la très grande qualité d'Hugues. Il y a d'ailleurs des écoles qui portent son nom. J'ai découvert ça. Bien sûr. Et puis on découvre les chansons dans les colonies de vacances qui sont toujours chantées. Donc c'est normal aussi que ça arrive aux enfants. Oui, elles sont très rythmées. Donc pour les enfants, c'est quelque chose. Moi j'ai découvert Hugo Frey en colonie de vacances autour d'un feu avec Stewball. Jamais en écrivant une chanson, j'ai pensé à écrire une chanson pour les enfants. Je parlais de la fidélité tout à l'heure. La vraie fidélité, il y a toujours des petits mensonges, ce que j'appelle des pieux mensonges. Quand on dit à un enfant qui a perdu son grand-père. Moi, j'ai vu une petite fille qui pleurait. Alors j'ai dit, mais ton grand-père, il n'est pas mort, il est au ciel, et maintenant il te voit, il faut que tu sois... Et tout d'un coup, elle a cessé de pleurer. Parce que je disais ça, c'est ce qu'on appelle un pieux mensonge. De pieux mensonges, j'en ai fait, ça c'est sûr. Mais sur les chansons, vous n'imaginiez pas. Sur les chansons, je n'ai jamais écrit pour un enfant. Oui. La Stewball, c'est pas une chanson pour enfants. Le Petit âne gris non plus. C'est une chanson pour toutes les générations. Et Santiano. Oui. Et Santiano, c'est pareil. Mais il s'avère que ça marche sur les enfants parce que c'est rythmé. Mais c'est rythmé, mais c'est surtout parce que c'est vrai. Oui. Vous parlez de Parlons vrai à Sud Radio, et c'est parce qu'il y a quelque chose d'authentique. Oui, c'est vrai. Je ne fais que transmettre les choses. Eh bien, écoutons l'histoire d'un petit cheval. Voilà, magnifique. C'était un cheval blanc. Dans le documentaire, on voit un petit garçon sur un cheval, mais c'est pas moi. Bah oui, c'est une illustration, ça s'appelle une illustration. C'est une illustration. Voilà, une illustration. Qui dit Hugo Frey dit évidemment Bob Dylan. Vous avez été celui qui a traduit les chansons de Bob Dylan. Vous êtes lié à lui. Je voulais savoir, et on s'en est un peu parlé quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez été voir le biopic sur Bob Dylan? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est formidable, il faut absolument aller le voir. Ça n'est pas un documentaire.
c'est un film, c'est-à-dire que tout est reconstruit, mais c'est reconstruit comme si c'était un documentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, puisque je reprends Parlons vrai, là, les gens chantent vrai. Oui. C'est pas des chanteurs en playback. Oui. Hein. Celui qui incarne Timothée Chalamet, oui, vous avez pensé quoi? Alors j'ai vu une anecdote à vous raconter. Le grand-père de Timothée, qui est français, il est français. Le grand-père, quand il avait son fils, donc le père de Timothée Chalamet, il lui dit je vais t'emmener voir un concert de musique d'un chanteur que j'aime beaucoup, un chanteur français, ça se passait en France. J'aime beaucoup, et il a emmené donc le père de Timothée Chalamet, il l'a emmené voir le chanteur. Le chanteur, c'était Hugo Frey. Incroyable. C'était incroyable parce que Timothée Chalamet a été élevé par un père qui connaissait Hugo Frey et par la suite il a su que j'avais traduit les paroles et Timothée, je l'ai rencontré après la projection du film. Maintenant, je pense que si je retourne aux États-Unis dans les années qui viennent, j'essaierai de me rapprocher de lui parce que il parle français couramment et moi très mal l'anglais. Quel héritage il reste de la philosophie de Bob Dylan? Alors, moi, je n'ai jamais. J'ai été triste de ne pas parler suffisamment bien l'anglais pour pouvoir aborder des problèmes sur Dieu, sur pourquoi les protestants, pourquoi les juifs, pourquoi les chrétiens, etc. C'était un peu compliqué. Mais il suffit d'écouter les chansons pour comprendre que c'est un homme comme Brassens. Je le dis tout de suite, ça va choquer des gens. Brassens n'a menti qu'une seule fois dans sa vie. Il a dit qu'il était athée. Et il n'a pas vraiment menti, mais il n'a pas choisi le bon mot. Parce qu'il n'est pas athée, il est agnostique, ce qui n'est pas du tout pareil. Oui, c'est pas exactement la même chose. Dylan est agnostique, moi aussi. Je suis croyant, et Dylan est croyant. Il croit qu'il y a un mystère gigantesque, celui de la création, de la vie. Celui qui fait la vie, c'est pas un laboratoire de sciences qui fabrique un enfant in vitro, parce que ça c'est les hommes, mais c'est pas Dieu qui fait les enfants in vitro. Non. Parce que ils n'ont pas inventé la science, bien que très développée, n'a pas inventé la fabrication d'un spermatozoïde ni la fabrication d'un ovule. Ça, il n'y a qu'une femme et un homme qui peuvent avoir ça. Mais Gilles, il reste quand même beaucoup de choses, parce qu'il a chanté contre la guerre au Vietnam, on le sait, mais de manière générale pour la paix, contre tous les racismes. Sa chanson Les temps changent est absolument extraordinaire. Elle était complètement avant-gardiste. Il y a 60 ans qu'il a composé Les temps changent. Et vous racontez qu'en 68, vous avez dit c'est pas la peine de recomposer une chanson, elle existe déjà. Voilà. C'est bien que vous ayez noté ça. C'est très important, le fameux Parler vrai. Pourquoi tu ne fais pas une chanson sur la révolution de mai 68 ? Elle existe depuis déjà quelques années, en 60. Et on découvre, Mireille Dumas, dans le documentaire de ce soir, qu'Hugo Frey est peintre et sculpteur. Sculpteur de grand talent. C'est ce que je trouvais intéressant, justement. C'est dans cette partie de montrer l'évolution. Et d'ailleurs, le premier buste qu'il a sculpté, c'est Bob Dylan. Magnifique. Magnifique. Et je trouvais ça très intéressant aussi de montrer cette dimension. De l'artiste. De l'artiste. En plus, il aime tellement l'art qu'il vit dans l'ancien atelier de Mayol, donc ce n'est pas rien. Mais vous y êtes mis tard à la peinture et à la sculpture, ou ça a toujours été quand j'avais 16 ou 17 ans, je passais mon temps à essayer de peindre, mais j'avais pas d'argent, c'est-à-dire je peignais sur des cartons que je récupérais, que j'ai gardé d'ailleurs, et des portraits de... Alors évidemment, j'avais pas de modèle, donc c'était mon frère, c'était ma sœur, j'ai fait d'ailleurs une sculpture de mon frère Jean-Paul en 48, quand je suis rentré en France, j'arrivais d'Espagne. Cette statue n'existe plus, et j'ai vu l'autre jour une photo, c'est impressionnant tellement ça lui ressemble. Donc n'ayant jamais pris de leçons, quand on dit qu'il y a un talent, j'avais un don naturel.
Et ça a été très frustrant pour moi lorsque mon père m'a dit tu peux pas faire les beaux-arts parce que tu vas finir dans la misère comme Van Gogh et comme Cézanne. J'ai dit mais papa, choisissez d'autres exemples s'il vous plaît. Et voilà, il a fallu que je gagne ma vie. Ouais, juste une question, je vous avais reçu à l'époque sur France 3, vous vous en souvenez pas, moi je m'en souviens très bien, dans Parole d'expert, et vous m'aviez raconté que vous n'utilisiez jamais de shampoing. Jamais. Est-ce que c'est vrai? Toujours? Je vous jure que c'est vrai. Non, parlons vrai. Toujours pas. Non, c'est la douche, l'eau tombe sur la tête, je frotte avec les mains comme ça, parce que c'est... c'est incroyable ça. C'est une recette pour garder les cheveux magnifiques. Oui, je crois que ça, les shampoings, ça esquinte. Ça m'avait fasciné, parce que vous avez des cheveux incroyables. Non, mais vous êtes gentil. Mais par exemple, j'avais un petit chien qui était un berger des Pyrénées. Les bergers des Pyrénées, quand ils ont des poils, ils ont un petit ours. Quand je le promenais au bois de Boulogne, il marchait sur les chemins où il y a du sable pour les chevaux. Il se roulait par terre, il était couvert de mouillé avec du sable. C'était une catastrophe. Alors j'ai dit à la maison, il va falloir le baigner. Et un ami un spécialiste des chiens me dit surtout ne le lave pas parce que si tu le laves, il va avoir de l'eczéma. Voilà. Alors il se secouait quand c'était sec, il se secouait et le sable tombait et il avait des poils magnifiques. Alors Valérie, évidemment, dans ce documentaire, on retrouve Mireille Dumas, l'intervieweuse. À signaler que Mireille, vous avez eu un laurier d'honneur là il y a quelques semaines pour toute votre carrière. Oui, en début de semaine. Vous êtes auréolée. C'est diffusé aussi ce soir sur TV5. Et puis je voulais aussi signaler que toutes vos interviews, on la retrouve sur la chaîne YouTube, qui depuis son lancement en septembre, elle totalise plus de 47 millions de vues. Elle fait plus d'audience sur YouTube qu'en télé. C'est une YouTubeuse. Avec Lina. Avec Lina, 107 000 abonnés. 107 000 abonnés. Oui. Donc on va sur la chaîne YouTube, on tape Mireille Dumas. YouTube, Ina Mireille Dumas, et vous arrivez. Et puis elle fait quelque chose de formidable depuis janvier, depuis un an, un programme qui s'appelle Mireille Dumas retrouve. Et donc elle retrouve les gens qui ont témoigné depuis des années. Des années. Et donc vous pouvez retrouver 10 ans, 15 ans plus tard, l'évolution d'un témoin. 35 ans. 35 ans. Et c'est un choc quand même de retrouver les témoins, de voir leur évolution. Et en même temps, on parle de l'évolution de la société. En rediffusant leurs témoignages, on retrouve l'image de leurs témoignages. Et ça, la télé n'en veut pas. Ah bah je n'ai pas demandé à la télévision. Non, c'est un super format. C'est un très beau format que j'adore. Mais comme vous savez, publier des archives. Vous avez vu, je suis dans la vie, j'aime bien continuer à interviewer. Du coup, je me suis dit tiens, ça serait bien de pouvoir retrouver des personnes que j'ai déjà rencontrées il y a longtemps. Et donc naturellement, c'est allé sur cette chaîne YouTube. Alors si Hugo Frey chante à 95 ans, vous ferez des documentaires jusqu'à 95 ans. On se prend un rendez-vous pendant quelques années avec lui. Il a pris rendez-vous, vous savez, pour des concerts pour fêter ses 100 ans. Il prend déjà rendez-vous. C'est pas moi, c'est des gens qui le font pour moi. Mais vous montez toujours sur scène aujourd'hui ou pas? Bon, je suis en tournée sans arrêt jusqu'à mi-avril. Je prépare une année les plus... L'éternel jeune homme. Je prépare une année la plus complète de ma vie. Quoi. Oui, vous partez en tournée à partir de mi-avril, c'est ça? Oui, mi-avril. Mais oui, tout commence à 95. Mon plus grand spectacle que ce sera à la fin de l'année, je pense en 2025, je terminerai mon année par un des plus beaux spectacles, des plus grands. Parce que sera où? On ne sait pas encore, on cherche la salle. Et moi, je voulais que ça soit pour Noël 2025, mais Noël, c'est déjà pris. Ah oui, ça c'est la complexité effectivement de trouver les salles aujourd'hui. Moi je veux le petit âne gris pour Noël. Je commande le petit âne gris pour Noël. Ça fait comment le petit âne gris? Le petit âne gris, c'est j'ai rajouté un couplet, vous savez ça? Non, avec à la fin de la chanson, il meurt, l'âne, tout seul, abandonné. Et les enfants pleurent. Et quand on rallume la lumière après la chanson, je vois que les enfants, les gens essuient leurs yeux. J'ai un curé alsacien qui m'a dit « Pourquoi vous faites pleurer les gens comme ça ?» Avec Céline, avec leur Dieu, monsieur le professeur, Stu Ball, tout le monde pleure. Vous faites pleurer les gens avec vos chansons, c'est pas bien ça. J'ai dit « Mais je le fais pas méchamment. » je suis rentré à la maison, je dis « Le curé, là, il a pas tort. Père Joseph. » J'ai dit, j'ai écrit en quelques secondes ce qui est pour moi un miracle, ce qui fait que je suis croyant. Je crois que c'est tombé du ciel. Enfants inconsolables de grâce, ne pleurez plus.
dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Pour la nuit de Noël, réchauffer l'enfant nu. Et on se met un petit bout du petit professeur. Il n'y a pas plutôt hasta luego? On n'en a pas parlé, hasta luego. Quand même. Ah non, vous me mettre le professeur. Alors, le professeur, allez, professeur. Allez. Là, ça fait pleurer les gens. Bah oui, c'est ça. C'est une chanson très importante. Je vais vous dire pourquoi. Très importante, parce que le drame de la France, le drame de l'éducation, c'est qu'en France, il y a un ministère de l'éducation, mais il n'y a pas d'éducateurs. Il y a des enseignants. Les enseignants ne sont pas des éducateurs. Les enseignants vous enseignent la chimie, la physique, l'histoire, la géographie. Ce sont des enseignants. On a tous eu des éducateurs, on a tous eu des professeurs qui étaient... Non, je ne vous laisserai pas, parler. Camus a dit ceci. Moi, je n'ai rien appris en philosophie à l'école. Ce que j'ai appris de la philosophie, c'est sur le terrain de football. Il a raison. L'éducation, c'est physique. L'enseignement, c'est intellectuel. Stop. Martine, bise à Hugo Frey du Tarn. Marie, bonjour à vous. Et Hugo Frey, me revoilà en colo. Donc, c'est un bonheur. C'était un bonheur. Et regardez ce soir, France 3, 23h25. C'est peut-être un peu tard, mais il y a le replay sur France.tv. Hugo Frey, l'éternel jeune homme. Merci à vous d'avoir été là ce matin. Merci à vous deux. Merci Mireille et merci Hugo Frey. Merci. À tout de suite.